Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où l'on explore ce qui transforme réellement le travail, le leadership et les organisations, au-delà des discours, au-delà des postures, au plus près de l'humain. Aujourd'hui, je te propose une rencontre rare, une conversation qui parle de performance, oui, mais aussi de vulnérabilité, de responsabilité, de cohérence intérieure et de ce que signifie concrètement diriger sans se couper de soi. Mon invité est Christopher Guérin, dirigeant international, ancien PDG du groupe Nexans, auteur de Pour aller dans le bon sens. Il incarne une trajectoire singulière, celle d'un leader qui a mené un redressement économique spectaculaire tout en assumant une conviction forte: la performance durable, ne peut exister sans une transformation humaine profonde. Et dans cet épisode, nous allons parler de ce dont on parle encore peu trop souvent au sommet des organisations. Il s'agit du doute, de la vulnérabilité féconde, du travail sur soi, du rapport au pouvoir, au temps et à la pression, et aussi la manière dont ces dimensions invisibles façonnent, en réalité, les décisions les plus stratégiques. Nous explorerons aussi le fameux modèle E3, économie essentielle, équité sociale, écosystème préservé. Alors non pas comme un concept abstrait, comme il peut y en avoir souvent, mais comme une véritable boussole de sens, à la fois personnelle et organisationnelle. Alors si tu es dirigeant, manager, DRH ou simplement en responsabilité et que tu cherches comment aller dans le bon sens, sans renoncer ni à l'exigence ni à l'humanité, alors cet épisode est fait pour toi. Je te propose une conversation sans masque, sans posture, authentique, une parole incarnée, exigeante et profondément humaine. Je te remercie Christopher de faire partie de cette émission et on va partir dans un petit moment ensemble avec nos auditeurs. Merci, Yoann. Alors, il y en a qui te connaissent, beaucoup quand même, et d'autres qui te découvrent. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement sur ton parcours, ce qui t'a construit? En plus, tu as un profil un peu atypique, donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? J'aime pas trop parler de moi, mais écoute, 25 ans d'échecs et 25 ans de semi-réussite, on va dire. Franchement, Mhm. de la maternelle jusqu'à ma sortie d'école de commerce, ça a été très, très, très compliqué pour mes parents. Ok. Je crois qu'à la maternelle, ce que je faisais le mieux, c'était la sieste. Et puis, Tu le fais encore toujours, la sieste? là, j'ai repris un peu, là, de temps en temps. Ah bah oui, mais quand tu as une compétence, tu la mets. Tu la maintiens? Tu la maintiens exactement. Je me souviens de cette phrase de mon père, tu sais, quand j'étais en terminale, on a été convoqué par le proviseur. C'était pas terminale, c'était la première. Et le proviseur a dit à mon père, il dit, je pense qu'il faut, comme ça marchait pas bien, moi, les études, il faut absolument, monsieur Guérin, que votre fils suive plutôt une voie manuelle plutôt qu'intellectuelle. Que là, ça va être compliqué sinon. Et mon père a répondu droit dans les yeux à ce proviseur, il dit, mais il n'est pas plus manuel. Et là, le proviseur lui a dit, bah, bonne chance, monsieur. Mais voilà. Mais ça m'a vraiment permis de me construire. Et puis, c'est vraiment à partir du moment où je suis sorti de l'école de commerce que je me suis complètement révélé, quoi. Et alors, tu as un parcours qui est vraiment atypique et autodidacte, ce qui n'est pas toujours le cas des hauts dirigeants. Est-ce que, avec le recul, ça t'a apporté quelque chose de précieux dans ta manière de penser ou d'exercer ton leadership? Écoute, bien sûr, parce que
Je suis pas parti avec un grand diplôme. J'ai un diplôme d'une école de commerce qui a disparu. Mais globalement, qu'est-ce que je peux dire? C'est que quand tu es en position d'échec au début, tu commences à apprendre après, en fait. Et en fait, ce que ça m'a dit, c'est que je suis tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de lire, en train de me documenter, me former. Et ça, j'ai jamais arrêté. Et je pense que ce qui m'a permis d'être un peu plus à l'aise avec l'évolution de l'époque, quoi. D'accord. Et beaucoup plus adapté. Et c'est peut-être ce qu'on demande à des dirigeants, justement, de cette dynamique de remise en question aussi, comment dire, de retour à soi aussi, d'évaluer ses propres pratiques aussi, aujourd'hui. Ah bah, et là, t'as vu la tête du monde, hein, donc c'est quand même relativement un peu compliqué là. Donc on Mm. est dans un monde très incertain, on est dans une permacrise. Mhm. Les modèles d'hier ne seront pas les modèles de demain. Donc oui, il faut désapprendre pour réapprendre et repenser un peu les modèles économiques, hein, parce que le tout, toujours plus de croissance, de marché servi, de géographie développée, etc. Bon, bah, il y a un moment donné, ça va s'arrêter. On va rentrer dans l'ère de la contrainte parce qu'on vient de quitter l'ère de l'abondance, quoi. Complètement. Alors, en préparant l'émission, il y a quelque chose qui m'a interpellé et je trouve qui était vraiment très intéressant, c'est que tu es passionné de sociologie Oui. et tu as amené alors je sais pas comment on peut amener ça, cette approche, cette vision, cet angle, alors pour toi déjà et aussi dans tes organisations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet angle-là? Bah, écoute, c'était plutôt, je trouve que les fonctions RH sont un vrai sujet de renouveau. Alors, pas lié uniquement avec la fonction, mais avec notre époque. Le sujet, c'est de comprendre comment fonctionnent les organisations, comment fonctionnent, dans quel état sont les hommes et les femmes qui viennent au boulot aujourd'hui. Est-ce qu'on vient au boulot de manière motivée ou juste parce qu'on a une paye à la fin du mois? Ça, c'est un peu toute la thématique de la sociologie du travail. Et tu t'aperçois que la sociologie, en fait, elle est mal connue, elle est mal comprise, mais c'est une science, comme les mathématiques. Et tout dirigeant, tout responsable RH, tous ceux qui ont cette appétence d'apprendre doivent passer par la sociologie, formation, lecture, etc., pour vraiment un peu s'ouvrir sur la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a traité chez Nexens? Les sociologues, on les a pris parce que si tu veux, je pense que le Covid a été malheureusement un accélérateur à ça, c'est qu'il y a un fossé qui s'est créé entre col blanc et col bleu, où on va dire ceux qui peuvent télétravailler Mhm. et ceux qui peuvent pas. C'est tous ceux qui vont qui travaillent dans les supermarchés, qui font du rayonnage, les caisses, etc. Les hôpitaux, bien sûr. Et donc, voilà, on est dans un pays qui martèle le télétravail, mais enfin, vous êtes gentil, il y a 50% de la population qui ne peut pas télétravailler. Donc, tu as un clivage qui s'est fait depuis la Covid, qui s'est vraiment amplifié. Et puis, si je me remets dans une logique d'entreprise, les grands groupes, tu sais, on parle de raison d'être, on parle de valeur, on parle de plan stratégique, on parle, bon, voilà, beaucoup de mots qui ont du sens, mais qui ont aussi synonyme d'abstraction si tu descends un petit peu plus sur le terrain. Et c'est ce que disaient les sociologues quand ils ont fait un peu le diagnostic chez Nexens, mais ils l'ont fait dans d'autres entreprises, c'est valable pour tout le monde. C'est que en fait, quand on parle raison d'être et valeur, bah, et stratégie, ce sont des éléments sémantiques pensés par des cols blancs, écrits par des cols blancs à destination des cols blancs. Mhm. Quand on parle de stratégie, plan stratégique que tu donnes à tes investisseurs financiers, si tu le balances aux usines, ils comprennent pas. Et c'est abscon, ils n'ont pas le référentiel, ils n'ont pas la formation pour le comprendre. C'est impersonnel. C'est déraciné. Donc, c'est comment tu ramènes un peu cette abstraction dans le terrain, dans le Oui. terre-à-terre, pour faire comprendre que, ouais, on va vous emmener quelque part, quoi. Et comment tu t'y es pris justement pour ramener justement ta vision justement au plus près du terrain, le travail réel justement? Écoute, c'est marrant, c'est que au départ, c'est remonté assez un peu plus loin dans le temps. On avait travaillé avec Emmanuel Duez
de Boson Project, là, qui a été assez révélateur. On avait interviewé une centaine de jeunes chez Nexans de moins de 35 ans. Et c'est les jeunes d'abord qui nous ont alertés. Ils disent ouais, chez Nexans, il y a une sorte d'hypertrophie du présent. On parle de l'année en cours, l'année passée, l'année qui arrive, mais oh, voilà, c'est très, très étroit comme schéma de pensée. Et puis nous jeunes ouvriers sur les machines ou col blanc, si on est dans une boîte industrielle qui a 100 ans d'existence ou 140 ans d'existence, c'est parce qu'on ne veut pas aller dans une start-up, hein. Et ça nous a vraiment marqué. Et puis, ils ont dit aussi, il y a un projet d'entreprise, mais le projet, tu sais, dans la logique de Charles Péguy, quoi. T'as le tailleur de pierre qui dit, ouais, moi, je taille des pierres juste parce que je veux gagner du fric. T'as le deuxième tailleur de pierre qui dit, moi, je taille des pierres parce que je suis tailleur de pierre et je suis fier de mon métier, monsieur. Et De puis, père en fils. voilà, et puis le père en fils, et puis t'as le troisième qui dit, non, mais moi, vous le voyez pas encore, mais je suis en train de bâtir une cathédrale. Et donc, cette notion de grand projet cathédrale, on s'est dit, voilà, il faut qu'on le repense. Eh bien, on s'est dit, on va juste pas réfléchir à l'avenir, on va repenser notre passé. Et en fait, on a fait venir des historiens, des documentalistes, on a fait venir une boîte qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Perle d'Histoire, qui a reconstruit l'histoire de Nexens. Ok. Donc, on est revenu à l'origine en 1879, on s'est aperçu qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai demandé aux historiens de dire, restez pas, je veux pas un film propagande, je veux quelque chose qui soit puissant. Et en fait, on l'a relié avec l'histoire de l'électricité. Et on a parallélisé l'histoire de la entreprise avec l'histoire de l'électricité, et ça a été exceptionnel. Parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on est né en 1879 et on a fait on est né en Suisse, à Neuchâtel, on a fait les premiers câbles pour conduire l'électricité au temps d'Edison, au temps de Tesla, au temps Mhm. de Westinghouse, qui avait besoin de câbles pour conduire l'électricité. On a participé à l'électrification des Champs-Élysées en 1900. On a participé à la première révolution électrique entre 1890 et 1920, la deuxième après-guerre, et la troisième, en fait, on est dedans. Donc on a vraiment fait ce petit film de 16 minutes qui a été un carton pour marquer l'empreinte, l'héritage. Et c'est marrant parce que mon discours a complètement changé vis-à-vis de mes équipes, c'est que j'ai dit, vous voyez, là, nous tous ensemble, il y en a qui ça fait 5 ans qui sont dans la boîte, d'autres 10 ans. En fait, on est juste en train d'écrire un chapitre Chapitre. de l'histoire de l'entreprise. Et la question qu'il faut qu'on se pose, nous tous ensemble, c'est est-ce qu'on veut que ce chapitre soit juste un chapitre de transition qui sert à rien, ou qui a vraiment marqué un point marquant de Mhm. l'histoire de l'entreprise, parce qu'on a pivoté l'entreprise là pendant une période de 5 à 7 ans ou 10 ans. Voilà, c'est juste ça, marquer l'empreinte de l'histoire de l'entreprise. Et c'est un vrai travail sociologique, en fait. Et ça rejoint un petit peu que tu as peut-être dû constater, la question du sens profond du pourquoi on travaille, en fait. Peut-être. Mais oui, parce qu'en fait, quand tu retravailles un peu sur ton héritage, bah déjà, on s'est aperçu que, tu vois, la boîte on était un pur acteur de l'électrification pendant les 80 premières années. C'est juste dans les années 2000 qu'on s'est complètement diversifié. Donc on s'est dit, bah, on va revenir à notre ADN d'origine, c'est on va devenir un pur acteur d'électrification, puisqu'on rentre dans la troisième révolution électrique, Mhm. développement durable, qui a démarré en 2020, qui va nous porter jusqu'en 2040. Mais avec un devoir de réparation, parce que pendant l'histoire de Nexens, on a contribué à l'émergence des énergies fossiles. Donc on dit, nous, là, on a un devoir de réparation et on va uniquement s'orienter sur le développement durable. Le fait que tu travailles ton histoire, certains pensent que c'est une perte de temps. Au contraire, c'est un gain de temps. Déjà parce que tu réapprends un peu ce que tu étais avant. Donc avant de réinventer, repense un peu ce que tu étais avant, parce qu'il y a quand même des trucs à prendre. Et puis tu dis, voilà d'où j'étais et voilà où je vais aller. Parce que définir ton avenir, c'est d'abord repenser d'où tu viens. Voilà. C'est valable à titre individuel, d'ailleurs, hein, pour chacun des individus. Et beaucoup font ce travail-là. Et pour les organisations, encore plus, quelque part. Exactement, exactement. Alors, il y a un autre point sur lequel j'aimerais t'entendre, parce que ça m'a beaucoup marqué quand on a échangé, c'est la notion de vulnérabilité et Ah de oui. leadership. Hmm. Et c'est quelque chose qui est assez tabou pour interviewer quelques dirigeants et DRH, c'est quelque chose qui est assez tabou dans ce domaine-là. Euh, comment toi tu parlerais de cette notion de vulnérabilité et à quoi ça fait écho dans ta propre expérience professionnelle et personnelle? Bon.
Déjà, moi, il y a 4 ans, pour tout mon top management, j'avais fait venir Jacob Morgan, qui avait écrit un livre super sur Leading with Vulnerability. Écoute, qui comprend le monde aujourd'hui? Personne. C'est tellement complexe. C'est un monde complexe. Alors, c'est vrai que quand tu deviens CEO, tu as le côté statutaire. Et en fait, le CEO d'aujourd'hui, le CEO d'hier, c'est plus le même. C'est plus le même. La complexité du monde fait que, bien sûr, il y a un sujet de vulnérabilité. Et ce qu'il faut comprendre quand on est dirigeant, c'est que la vulnérabilité, elle ne fragilise pas. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Le patron omnipotent, omniscient, c'était le patron d'hier. Mm. Le patron d'aujourd'hui, il doute. Il ne sait pas obligatoirement projeter correctement l'entreprise dans le monde de demain, qui est un monde en permacrise. Crise géopolitique, climatique, économique, sociale, cybernétique, enfin, tu t'en Ouais. prends plein la gueule. Donc, pour moi, dire je doute quand t'es dirigeant ne fait pas perdre ton autorité. Pas aujourd'hui. Pas dans le monde dans lequel on est. Au contraire, elle ouvre à l'intelligence collective. Je doute, Mm. travaillons ensemble sur comment réfléchir intelligemment, collectivement à notre problématique. Et tu vois, je reviens sur ton point sur la sociologie. Euh, tu as beaucoup de bon sens sur le terrain. Les sociologues nous ont monté, ils faisaient des micro-trottoirs, des, des- des opérateurs de production. Et puis les opérateurs de production, ils disent, bah, vous voyez, nous, notre équipe de direction de l'usine, généralement, reste 3 4 ans au global en moyenne. Et pourtant, c'est eux qui décident des investissements de demain, mais ceux qui vont nous porter pour les 15 prochaines années. Mais nous, opérateurs, opératrices de production, ça fait 20 ans qu'on est dans cette usine, et je vous assure que mon grand-père, mon père y était, et dans 20 ans, j'y suis encore. Et pourquoi nous, on ne participe pas à quel doit être l'outil de demain? Et c'est ce qu'on a fait, du coup, on a fait des groupes de cooptation, on dit, bah ouais, mettons direction et opération de production ensemble pour définir le bon outil, parce qu'un patron, il ne sait pas aujourd'hui. Mm. Et c'est pour ça que je pense que quand tu as compris que la vulnérabilité n'était pas une fragilité, tu fais un grand pas en avant. Et j'ai souvent entendu, moi, enfin, et encore plus, c'est entoure-toi de meilleurs que toi et le collectif prospérera encore plus. Est-ce que ça te fait écho, justement, La question de s'entourer avec meilleur que toi, expert, en fait, c'est une question de confiance. Si tu as confiance en toi, t'as une colonne vertébrale forte, t'as pas peur, t'es Mm. audacieux, t'es courageux, et tu sais que t'as besoin des meilleurs, t'as pas de problème à le faire. Ceux qui s'entourent avec des gens qui sont moins bons, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Mm. Voilà, et qui ont peur pour leur poste. C'est un vrai sujet de leadership. Alors, justement, chez Nexans, tu as mené un redressement voilà, qui est spectaculaire sur le plan économique. Et est-ce que, bien évidemment, il y a une performance économique, mais comment tu as intégré cette notion de performance humaine aussi, ou sociale, certains diront, pour accompagner cette performance économique? Comment tu t'y es pris? Écoute, pour être très honnête, bien sûr, on a démarré par l'économique, parce que si tu veux, tu es dans le vortex. C'est une boîte cotée. Euh, si je génère pas du profit, ta date de péremption en tant que CEO, elle est très rapide. C'est clair. Un peu plus qu'un yaourt, mais globalement, ça va aller vite. Donc, on avait quand même un problème de survie, parce que la boîte, quand j'ai pris la boîte en juillet 2018, il y avait plein de corbeaux qui nous tournaient autour, des plus gentils, des plus méchants, pour débosser la boîte, parce que la boîte, une boîte de 8 milliards ne valait plus que 800 millions d'euros de valeur d'entreprise. Donc 800 millions c'est quand même que dalle. On était à 2 milliards avant, donc c'était vraiment pas cher, tu avais une aubaine. Donc on était quand même en mode de survie. Et ce qui m'a aidé sur la partie économique, c'est qu'en 2018, après un double profit warning, donc avertissement financier qui a fait chuter le cours de bourse avec mon prédécesseur, et puis moi quand j'ai clôturé l'année 2018, parce que ça allait pas du tout, on s'est aperçu qu'on avait eu un record de croissance, plus 5%. Et ben j'ai dit, ben voilà les amis, vous voyez que la croissance n'est pas toujours synonyme de profit. Donc maintenant, on va mettre la croissance de côté. Et on va vraiment repenser le modèle économique. Et puis, soyons clairs, la problématique, on a une problématique de profitabilité, une problématique de cash. Donc, c'est vrai qu'on est rentré d'abord Mhm.
sur la problématique économique. Et après est arrivé le temps de la Covid. Et en fait, la Covid, pour nous, ça a été le tremplin parce que en 2019, on avait, c'était mes techniques à moi, dans l'art de la simplification, on avait profilé l'ensemble de nos clients sur 35 critères. Donc, pas une question gros, petit, paye bien, Oui. paye pas bien. Non, non, 35 critères qu'on avait piqué, méthode qu'on avait piqué du monde assurantiel Mhm. et bancaire. Comment tu profiles un client. Mhm. Voilà, on les avait tous profilés. Arrive la Covid. Moi, je me souviens, j'arrive de Chine. C'était en janvier 2020. Je dis, oh là là, il y a tous les militaires chinois qui mettent des capteurs dans les aéroports, il se passe un truc. Et puis, moi, j'adore les romans d'anticipation et j'avais lu le roman de, pas le roman, le livre de la CIA qui avait été remis au président Trump, premier mandat, 2017. Et il y avait écrit dans le rapport de la CIA qui était disponible, tu l'achètes sur Amazon, Mhm. que risque de pandémie d'origine animale en provenance d'Asie avant 2022. Tout était écrit. Ouais, Voilà. je m'en souviens. Donc nous, on a fait au moment du 13 mars 2020, quand le président Macron a dit on est en état de guerre par rapport au coronavirus, nous on a appelé tous nos managers en virtuel, on leur a dit c'est très simple. C'est une crise systémique. Pensez pas que c'est un petit rhume qui va passer. C'est une crise systémique. Une crise sanitaire va générer une crise de revenus. Mhm. Une crise de revenus va générer une crise de marge. Une crise de marge va générer une crise de cash. Une crise de cash, salaire, va générer une crise sociale. Voulez-vous gérer une crise sociale? Réponse, oh, bah non, très bien. Donc, vous oubliez tous les indicateurs, on va se focaliser uniquement sur la trésorerie. Ils disent, oui, 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 très bien, pas de problème. Et alors, le problème, il arrive, c'est qu'on va supprimer 80% de la clientèle. Alors, ça a tangué, et on va supprimer un tiers des produits qu'on avait profilés comme mauvais cholestérol. Et en fait, on a sorti 13 000 clients sur 17 000 en moins de 5 mois. Alors qui représente à peu près, pas 80% du chiffre d'affaires, heureusement, mais 20%, 15, 20% du chiffre d'affaires. Alors, comme on est une boîte cotée, quand tu vois 20% de ton chiffre d'affaires, tu le fais en temps normal, tu te fais défoncer. Hein, Mhm. ton cours de bourse est divisé par 3. Mais comme c'était pendant la Covid, ça s'est plutôt bien passé. Et on a expliqué, bien sûr, à toutes les équipes que l'objectif, c'est pas de supprimer 20% de chiffre d'affaires, mais de réallouer la capacité disponible pour le client dit bon cholestérol et les produits bon cholestérol. Et c'est quand même incroyable, c'est que même les CFO ne comprenaient pas, bah, le Mhm. cash flow a fait plus 500 millions d'euros. Ton EBITDA a Mhm. chuté de 15%, mais ton cash flow a fait plus 500 millions d'euros. Et je dis, voilà, je dis on est trop pénalisé par la normalisation des normes comptables, l'approche des normes comptables, qui te disent, voilà, un Pinel, tu dois le penser comme ça. Et en fait, c'est cet art de renoncement, parce que tu renonces à des clients, tu renonces à des produits, en fait, tu fais que tu repars sur une base saine. Tu Ouais. te dis, bah voilà, parce que pendant 20 ans, tu as accumulé des clients, des produits, il n'y a personne qui a dit je renonce à des produits, je renonce à des clients. Et donc ça libère du cash, mais ça surtout libère de la qualité, du temps de livraison, de la productivité, et surtout on n'a touché aucun emploi, parce que sinon ça a été plutôt mal vu de la part des syndicats. Et je reviens à ton point, le lien qu'on a fait avec, en fait, avec l'environnement, il a été très fort, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que non seulement c'était bon pour nos profits, parce qu'après, quand tu réalloues pour le bon cholestérol, il est bon sur les critères de profitabilité, Eh oui. et donc ça va très très vite, en fait. Notre profitabilité a presque doublé en 1 an et demi. Au total, on a triplé sur une échelle de 6 ans. Et tu réalloues, et puis en plus, on a vu que notre empreinte carbone, au lieu d'être à moins de 17%, était à moins 30, moins 35 et moins 40%. Et donc, après, on a été un petit peu plus loin dans l'approche. Je t'évoquerai plus tard dans le modèle E3. Mais c'est cette logique du renoncement et la puissance du moins qui nous a permis de gagner le plus. Donc, c'est une forme de sobriété intelligente. Est-ce que ça, t'as gardé cette logique de renoncement jusqu'à la fin de ton passage chez Nexens? Est-ce que tu as toujours gardé cette ligne de conduite, justement? Est-ce que ça t'a Toujours. servi? Ouais. Mais regarde le budget Mhm. de l'État. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? On empile les taxes. Mhm. Ils empilent. On est dans l'art de l'accumulation. C'est vrai. Il y a un moment donné, si je prends une image populaire et du quotidien, il faut faire un peu un vide-grenier de temps en temps. Mhm. Les vêtements que tu n'utilises plus, les livres que tu lis plus, sinon tu t'envahis.
Et les taxes en France, c'est pareil. C'est pas un paradis fiscal. La France, c'est un paradis pour les fiscalistes. Tu comprends plus rien, quoi. C'est joli Et, cette image. et donc, il est là le sujet. On a trop de tout. Maintenant, l'art de renoncement, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi en tant qu'individu? Qu'est-ce qui est essentiel pour une entreprise? Qu'est-ce qui est essentiel pour une nation? Donc, une nation, c'est une notion de souveraineté, mais retour à l'essentiel. Et c'est ces questions qu'il faut se poser. Ça peut paraître un petit peu philosophique, mais quand tu te poses la question de manière un peu pratico-pratique, tu t'aperçois que tu as beaucoup de choses à faire. Alors avant d'attaquer le descriptif du modèle E3, j'aimerais quand même te poser une question justement sur la continuité de ce que tu viens de dire. C'est, tu as vu que l'intelligence artificielle est en montée en puissance importante. Comment tu vois toi justement la place de la valeur ajoutée intrinsèque de l'être humain face justement à cette montée en puissance de l'IA? Quelle est ta vision justement? Écoute, un peu partagé comme beaucoup, du très très positif, parce que je pense que l'IA va nous permettre de faire des avancées exceptionnelles. Je lisais un article d'un mathématicien qui dit on est en train de mettre l'IA sur des problématiques mathématiques non résolues. Donc, je pense que ça va fortement aider. Je suis bénévole pour l'Institut Curie. Ils mettent de Hmm. l'IA maintenant sur la recherche contre le cancer. Donc, voilà, et même sur les problématiques d'énergie, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses sur la partie IA. Donc, l'IA bien utilisée peut être source d'une révolution en termes de progrès, comme l'a été l'Internet. Donc, autant bien capter cette nouvelle source de progrès pour faire partie de ceux qui la maîtrisent. Après, comme toute innovation, tu as du négatif, c'est que si tu utilises l'IA, j'ai écouté pas mal de collègues qui ont dit, ouais, on a mis l'IA pour réduire les tâches administratives et supprimer des postes. Ok, ça s'appelle une productivité, tu l'appelles comme tu veux. Bon, chez Nexens, on a mis l'IA sur le top line. C'est aller plus loin dans le modèle de définir un bon client, un mauvais client, sur les problématiques d'innovation pour aller vraiment cranter des innovations incrémentales qui ont vraiment du sens. Sur le pricing, bien sûr, voilà, pour toujours dégager un peu plus de valeur, mais on a dit, on n'utilise pas l'IA pour supprimer des postes. Donc, chacun se fera sa philosophie. Mais je considère que c'est une véritable source de progrès. Hmm. C'est évident. Moi, ma seule peur, si tu veux, c'est que quand on vient un peu au début de notre dialogue, c'est que ça réamplifie encore plus ce fossé entre col blanc, je maîtrise l'IA, et col bleu, je ne l'utilise pas dans mon quotidien parce que je n'en ai pas besoin de travail. Et ça amplifie un peu cette polarisation de la population. Et c'est le seul truc qui me fait peur, quoi. Donc on est face à une vraie question de philosophie quelque part. Quelle est la place de l'être humain dans l'organisation face à une montée en puissance technologique? Et donc peut-être cette question du sens va revenir sur le devant de la scène dans les entreprises. Oui, alors bien sûr, je parle du fossé technologique, ouais, mais l'IA aujourd'hui, j'avais des syndicats qui me posaient la question, ça va supprimer des jobs. J'ai dit oui, ça va surtout supprimer des jobs de col blanc. Oui. Eh oui. Problématique aujourd'hui en France, c'est qu'on injecte des milliers d'étudiants bac plus 4, bac plus 5, qui se retrouvent à un marché d'emploi qui se réduit du fait de l'IA. Il y a moins de consultants, moins de besoin Mhm. de ressources dans les services financiers, dans les banques, dans les assurances, etc. Et donc surtout ces métiers un peu intellectuels, financiers, etc., même dans l'ingénierie, ça va réduire, hein. Oui, complètement. C'est pour ça que tu te Alors, retrouves avec des bac plus 5 qui sont baristas à Starbucks hein, aujourd'hui, hein. Donc, ah mais et ça risque d'augmenter de plus en bien sûr, plus. bien sûr. Alors, j'aimerais te parler maintenant de ce modèle, ce fameux modèle E3. Alors, te parler surtout que toi tu m'en parles et que tu nous en parles, euh, parce que c'est quelque chose dont je pense que tu es fier. Tu as passé aussi beaucoup de temps à structurer, à réfléchir à ce modèle. Est-ce que tu peux nous en parler, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça représente aussi dans ton parcours professionnel, mais pas que, aussi personnel. Bah, écoute, personnel, je pense que tu sais, quand tu veux être un peu
je veux pas être pompeux, mais un peu audacieux, tenter des trucs en Mhm. fait. Il faut que tu aies une colonne vertébrale forte quand tu es dirigeant, parce que sinon tu rentres dans un conformisme pur jus, où on te dit bah, c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est comme ça qu'on regarde un CEO, encore plus quand tu es dans une boîte cotée que dans une boîte familiale. Moi, j'ai mes sources personnelles. J'ai un coach qui me suit depuis longtemps, qui s'appelle Sébastien Henry, qui avait fait un magnifique livre qui avait cartonné à l'époque, qui s'appelle Quand les dirigeants s'inspirent des moines, et qui a fait beaucoup de retraites à quelques dirigeants un peu comme moi, un peu engagés. On a fait avec Mathieu Ricard. Moi, j'ai fait beaucoup d'échanges avec Pierre Rabhi sur la sobriété Mhm. heureuse. On a fait une retraite formidable avec Cyril Dion Mhm. aussi, qui avait fait venir nos enfants. On s'est fait challenger sur nos enfants, sur quelle planète on allait leur laisser en 2030, en 2035. Donc, si tu veux, un dirigeant, bien sûr, il a besoin de compétences. Bien sûr, il est le fruit de son expérience. Mais il a besoin d'inspiration, de dire, voilà, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire pour pas me trahir? C'est-à-dire, si je me projette, moi, ça y est, je suis retraité, je regarde ma vie, ce que j'ai construit, ma vie professionnelle derrière moi, est-ce que je me suis trahi ou pas trahi? Et puis ton aspiration personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu vas renforcer ta colonne vertébrale pour éviter de tomber dans le conformisme? Donc, en fait, il y a besoin de beaucoup d'audace. Et le modèle E3, ben, il est né en mars 2020, même période. Au départ, et on ne voulait pas créer quelque chose. On s'est dit, bon, on va taper très très fort sur la partie économique et on va supprimer 80% de notre clientèle. Il y a une journaliste l'autre qui a dit, comment votre conseil d'administration a réagi quand vous avez annoncé que vous avez supprimé 80% de la clientèle? Bon, je ne leur ai pas dit. C'est ça l'audace, parce que si tu dis Oui. ça, tu rentres dans le conformisme, on va te dire, oh là, mais t'es fou et tout, il va falloir que t'expliques le modèle et machin. Donc, non, t'y vas. Et si tu foires, Mhm. t'es out. Ouais. C'est risque. Mais tu vois, c'est cette prise de risque. Et donc, en fait, on s'est dit, mais comment regarder un petit peu l'équilibre économie, engagement et environnement? Donc, on était 6-7 dans l'équipe. On a lu tous les bouquins sur le Profit People Planet. Bon, bah, bien, sympa, mais bon, c'est très philosophique, c'est très idéologique, mais c'est pas très pratique. Après, on a été voir l'IMD, on a été voir HEC, on a été voir Harvard, on a été regarder un peu toutes les plateformes d'executive education pour voir s'il y avait des formations disponibles très holistiques sur ces trois approches. On a vu des formations formidables, mais en silo. En silo, ouais. En silo. Donc, on n'a pas dit, à ce moment-là, on n'a pas dit on va créer notre modèle, on a dit on va regarder nos entreprises qui fonctionnent bien. Donc, celles qu'on avait qualifiées profit drivers, qui économiquement sont déjà robustes, mais pas que depuis mon arrivée, déjà depuis avant. Et puis, on va sur la partie environnementale, on regarde leur performance environnementale, réduction d'empreinte carbone, des produits éco-design, 100% des déchets recyclés. Bon, pas mal. Chance ou pas chance? Question. Ouais. On va sur la partie sociale, on s'aperçoit taux de diversité et inclusion supérieur à la moyenne du groupe, taux d'absentéisme courte durée inférieur à 30%, c'est pour nous un indicateur. Oui. Euh, Peu d'accidents industriels, enfin humains, et taux d'engagement élevé. Chance ou pas Ou pas chance? cher. Mhm. Et donc, on a eu la lueur quand on a regardé l'autre spectre de la partie économique, les value burners, ceux qui brûlaient du cash depuis des années, qui étaient économiquement un désastre. On s'est aperçu que quand on a été interviewé sur la partie environnementale, en fait, ces usines représentaient 15% du chiffre d'affaires, mais 40% de l'empreinte carbone, d'émissions de CO2, mais tu n'avais aucun Ah oui. facteur exogène qui devait expliquer ça. Tu leur parlais d'éco-design, ils ne savaient pas si ce que voulait dire éco, c'était pour écologie ou pour économie, puis recyclage des déchets, tu n'étais nulle part. Quand tu allais sur la partie sociale, taux de diversité et inclusion nulle part, absentéisme court durée 10%, un environnement industriel très accidentogène. Donc là, on s'est dit, c'est pas une question de philosophie, c'est pas une question d'investissement, c'est qu'il y a des managers, hommes, femmes, qui ont une conscience équilibrée, économique, environnement et sociale, et d'autres qui n'ont rien du tout, quoi. Et c'est comme ça qu'est né le modèle. J'en ai écrit un livre, mais qui ne devait pas sortir. C'est juste un cabinet de conseil qui voulait me piquer l'idée. Donc j'ai appelé l'INPI. Ils m'ont dit, bah, vous avez besoin d'un écrit pour protéger l'idée. Et ce qu'on a ajouté, c'est qu'on a fait une chaire avec HEC sur le modèle, qui en a fait un business case testé par plus de 700 étudiants en HEC en 2 ans sur le modèle E3 et qui est devenu aujourd'hui Cocorico. Alors tu vois, pour un mec autodidacte, comme tu dis,
Le business case est le business case actuellement le plus lu à Harvard en finance durable, parce qu'il est sur la plateforme d'Harvard Business School, grâce au prof d'HEC, bien sûr, et parce qu'il est assez innovant dans cette approche, quoi. Donc, le modèle O3, c'est de dire, en fait, tu qualifies ton usine. Est-ce que, OK, vous faites du profit, bravo, mais est-ce que ce n'était pas au détriment de l'environnement et au détriment du social? Et on cherche en fait cet équilibre. C'est pour ça que tu as des usines qui sont qualifiées E3, bravo les Mhm, gars, super. mhm. Il y en a qui sont E2, plutôt bien sur l'économie, bien l'engagement, mais l'environnement, les gars, il va falloir bosser un peu. Il y en a qui sont E1 et celles qui étaient E0, bon, bah, là, tu as un problème de management, donc tu règles Et mal. dans les boards, est-ce que tu penses que justement on a cette approche équilibrée sur toute une approche holistique ou systémique dans le pilotage? Ou est-ce que justement c'est un petit peu biaisé? Il y a un déséquilibre de manière générale. Non, alors tu peux avoir, de manière générale, dans des boîtes, t'en as qui sont sur un capitalisme carbonifère, qui encore sur l'ère de l'extraction et de l'abondance permanente, mais de manière générale, non, Ça change. ça change. Mais le problème, c'est que en Europe, on est plus sur l'idéologie et la philosophie, on est très aligné. Mm. Mais on en reste toujours dans une logique, il y a qu'à faucon, quoi. Donc la problématique aujourd'hui, c'est pas l'idée, c'est pas l'envie, c'est le how to, c'est comment je le fais. Mm. Ben, c'est ça le truc. Et dans la durée. Et dans la durée. Et tu vois, je vais faire une conférence avec Olivier Hamon là prochainement. Olivier, fantastique sur le thème de la robustesse. Et ben c'est ça. Performance ou robustesse? Performance, oui. Si elle est court terme, non. La robustesse, c'est celle qui tient sur le temps long. C'est que tout ce que vous faites, tout mettez en œuvre, ça va tenir, ça va tenir dans la durée. Alors justement, ce modèle, est-ce que tu formes? Est-ce qu'il y a pour les dirigeants ou les DRH qui veulent s'imprégner en fait de ce modèle, est-ce que c'est accessible? Est-ce que peuvent euh, apprendre de ton expérience et aussi et de ce modèle? Oui, alors ce que je veux dire, c'est que le plus dur à faire, parce que là je suis intervenu dans pas mal de boîtes, c'est pas trop l'environnement. Sur le social, il y a beaucoup de boulot, mais c'est sur la partie économique. Et du coup, c'est pour ça que du coup, tu captes beaucoup de CEO et beaucoup de CFO. Mm. Parce que si tu dis, ouais, je vais travailler le social, l'environnement, tu captes pas les CEO et les CFO. Mm. Faut être très honnête. Oui. On est seul à la tête d'une boîte, hein. T'es peut-être bien entouré, mais cognitivement, t'es seul, quoi. Mm. Seul face au marché financier, face aux promesses que tu fais à ton conseil, aux stakeholders, etc. Et à un moment donné, il faut que ça tourne, quoi. Donc, t'as pas besoin de blabla. T'as pas les conseils, t'as 10 000 conseillers hein, qui n'ont pas de skin in the game, comme disait Nicolas Tahem. Il y a un moment donné, t'es tout seul face à ton volant et il faut conduire la boîte. Donc, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est cette approche de la simplification stratégique. C'est trop de clients, trop de produits, trop de géographie, trop de marchés, trop de tout. Maintenant, les amis, retravaillons le modèle économique pour retourner à l'essentiel. Et le fait que tu retournes à l'essentiel, tu vas passer par cette logique de renoncement, mais qui sera bénéfique, Eh oui. au bénéfice de l'environnement. Et après, il faudra que tu retravailles un peu le social derrière, mais le social, ce sera plus un discours un narratif et un récit d'entreprise qu'il faudra rendre un peu plus robuste. Mais d'abord démarrer par l'économique, et c'est ce qui change un petit peu, tu vois, dans les modèles, parce que faut être très simple. L'ESG aujourd'hui, c'est un corridor Mm. de nage, quoi. Tu une piscine olympique et tu as environnement sur une ligne, tu as social sur une autre, gouvernance, et puis tu as l'économie qui est au bout de ligne, quoi. Bah non, ça marche pas. Il faut que tout ça soit inclusif et fonctionne ensemble. Ok. Alors j'aimerais maintenant te poser des questions un peu plus personnelles. Euh, on voit que tu as fait un cheminement intérieur. Tu as parlé aussi que tu es parti en séminaire avec pour trouver des inspirations. Est-ce que tu conseillerais ou pas hein, à des dirigeants d'aller chercher cette quête intérieure pour être justement avoir cette colonne vertébrale? J'aime bien cette image que tu as employée. Est-ce que tu leur conseillerais de faire cette démarche aussi pour pouvoir aller plus loin? Oui, alors pour moi, il n'y a pas de démarche spirituelle. Tu vois, j'ai été dans les temples bouddhistes, j'ai été dans des monastères, j'étais dans des hôtels assez isolés. Si tu veux. Il n'y avait pas d'acte religieux de ma part, Mhm. mais de trouver un moment propice où tu as une forme de déconnexion, en fait.
C'est incroyable cette déconnexion. Tu vois, j'étais dans un monastère dans le Morvan il y a 2 ans. Alors déjà, tu prends ton téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Donc, il faut que tu ailles sur le C'est parking pour à le 2 principe. kilomètres et puis tu sois comme ça pour capter quelque chose. Donc, et tu te retrouves donc dans une petite chambre, une petite cellule de moine. T'as rien. Tu peux avoir le Wi-Fi, mais ils te le déconseillent. Surtout, tu viens avec rien. Et c'est ça qui fait peur. Bon, t'as ton téléphone en cas d'urgence pour la famille, mais t'es débranché, t'as pas d'ordinateur, t'as pas de livre. Parce que sinon, c'est des vacances. T'as pas besoin d'aller à un monastère si tu veux bouquiner, quoi. Et tu te retrouves tout seul face à toi-même. T'es pas obligé de suivre les vêpres des moines, tu fais ce que tu veux, hein. Tu marches, t'es silence. Généralement, quand tu l'as pas fait, au bout de 24 heures, tu pètes un plomb. T'es pas bien. Ben, il y en a beaucoup qui partent, hein. Sébastien Henry qui le fait souvent, il y en a beaucoup qui partent. Et il faut t'accrocher parce qu'au bout de 2 jours, en fait, tu sais, pour ceux comme nous qui n'ont pas de métier physique, en fait, la problématique, c'est pas gérer ton corps, bien sûr, c'est important, mais c'est gérer ton mental. Et ton mental, actuellement, dès que tu n'as rien à faire, bah, tu es sur ton portable. Donc en fait, c'est un jacuzzi intérieur, là, Mm. ça boue tout le temps. Et ben, ces retraites-là, en fait, peu importe la manière dont tu le fais, c'est que tu appuies sur le bouton et tu arrêtes le jacuzzi. Et tu commences à voir le fond de la piscine et tu te dis, ah là là, là, il y a des questions, tu vas avoir ce qu'on appelle spirituellement des fulgurances, c'est-à-dire que tu vas avoir des idées qui vont sortir, que tu n'aurais jamais été capable de capter si tu n'étais pas seul avec toi-même, en silence, en marche, dans la forêt, tu fais ce que tu veux, et tu te poses. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu l'as fait juste 4 jours, en fait, tu es ressourcé comme si tu avais passé 15 jours de vacances. C'est formidable de faire ça. C'est 15 jours de vacances. Et Mais oui. surtout, tu te retrouves seul avec toi-même, et bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur, mais c'est là que ton intuition se révèle et c'est là que j'ai eu mes meilleures idées. Et justement, alors, je trouve très intéressant que tu parles de ça. Est-ce que ce temps de déconnexion dans une société hyper connectée avec, on va 300 000 à l'heure, et c'est valable pour beaucoup de collaborateurs aussi, est-ce que ça serait pas la logique aussi d'amener ça dans l'entreprise en disant, créons des espaces, temps, où on déconnecte, euh, alors, géographiquement, mais aussi en termes de temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses qui pourrait être une clé, alors pas déterminante, mais une clé précieuse dans l'avenir face à un monde super agité? J'aime bien ton image du jacuzzi parce que c'est vraiment ça, quoi. En plus, il fait très chaud. Ça, donc, est-ce que ça serait pas justement une clé, ça, selon toi? Pour Oui, à généraliser. oui, il faut que ce soit pris de manière très positive, mais tu as un sociologue allemand qui est très connu, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a écrit un livre sur l'accélération. En fait, on est dans une société dite de modernité liquide, c'est-à-dire qu'on a du flux d'infos, on est bouffé par l'accélération technologique, on est bouffé par l'accélération sociale, on est bouffé par, il faut toujours faire tout plus vite. Et en fait, tu t'aperçois que cette productivité de la technologie qui nous a été apportée du toujours plus vite, en fait, c'est l'alignation de l'homme. Les enfants savent plus s'ennuyer, les adultes non plus. On a peur d'être seul, on a peur du silence, on a peur de j'ai rien à faire, on a peur de l'image sociale. Donc, oui, c'est ce que j'appelle le retour à l'essentiel. Et retour à l'essentiel, c'est pas uniquement au niveau de ton client, tes produits, c'est dire retour à l'essentiel ensemble, collectivement. Par exemple, moi, ce que j'ai fait avec mon comité exécutif, bah, je dis, écoutez, bon resto et tout, on y va, on célèbre, mais quand on se retrouve ensemble collectivement 3 fois par an, on est parti dans le désert, tente de Touareg, en termes de salle de réunion, pas d'ordinateur, peu de portable, rien, et on marche. On prend une question, on y va 3 par 3, on prend la question, on marche 3 heures. Voilà, on va se mettre dans des tentes, on réfléchit. Sieste à 2 heures. Tout le monde, donc les gars, il fait 40 degrés, on va se poser, il n'y a pas de clim, hein, on se détend. Et tu t'aperçois qu'au bout de 3 jours, il y a vraiment quelque chose qui se révèle. On a fait la même chose dans les plaines norvégiennes. On est parti avec des chiens de traîneau. Voilà, tu vois, il faut casser son quotidien quelque part, hein. Et c'est pour ça que je parle de retraite, on s'en fout, mais il faut casser ou faire quelque chose qu'on aime. Tu vois, une fois avec Sébastien Henry,
quand on parlait un peu de mindfulness, de dire, voilà, Mhm. retrouve-toi avec toi-même, on avait été challengé par un gars du Sud-Ouest, grand costaud rugbyman, qui dit, ouais, tout ça, c'est des conneries, des trucs de gonzesse. Et Sébastien, il s'est pas démonté, ce gars était un peu agressif, il dit, mais quand est-ce que vous sentez bien, monsieur? Il dit, moi, c'est quand je ramasse les feuilles de mon jardin. Et ben voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ramassez les feuilles de votre jardin? Il me dit, je pense à rien. Ben, il se dit, c'est ça. C'est ça qu'on cherche. Peu importe la manière dont vous le faites, jardinage, marche, etc. C'est retrouver ce moment essentiel. Et tu as raison, Johan, il faut qu'on retrouve un peu ces rituels, parce qu'on parle de rituels dans l'entreprise où il y a des moments où, ah, c'est pas une réunion. On se pose. Toi, j'avais une journaliste l'autre fois, elle me dit, ah, vous recevez combien de mails en tant que CEO? 400, 500? Bah non, j'en reçois 30. Parce qu'on a travaillé collectivement les rituels de décision à chaque niveau pour pas que je sois le patron omnipotent, omniscient à décider de tout. Un patron qui lit 350 mails, c'est qu'il y a une déficience dans l'organisation de la prise de décision. Surtout aujourd'hui, avant peut-être c'était bien, mais maintenant c'est plus possible. Surtout qu'on demande à un leader d'être inspirant, donc d'avoir ce temps justement à lui pour pouvoir t'aller dans cette intériorité pour aller chercher des fulgurances. Donc, Oui, si. parce que tu retrouves un peu cette vulnérabilité qu'on disait au début, si tu veux. Quand tu es patron, euh, tu veux, c'est comme quand tu es maire, quand tu es Premier ministre ou président, en fait, c'est une solitude cognitive. Tu es super entouré, mais tu es tout seul. Tu vis avec le doute, parce qu'à la fin, tu es la personne qui sera challengée si tu t'es trompé, et puis tu fais face à l'irréversibilité de la plupart de tes décisions. Donc, bonne ou mauvaise. Donc, si elles sont bonnes, tant mieux pour toi. Si elles sont mauvaises, t'es le responsable. Donc, ouais, c'est ça. Et à toute échelle, que de patron de PME, artisan, t'es face à tes problèmes et t'es tout seul. Et est-ce que justement dans cette quête de soi, enfin dans ce travail sur toi que tu as fait, ça t'a aidé à sortir de la peur parce que quand même à des postes à ce niveau de responsabilité, on peut imaginer que peut y avoir la peur, si je fais une mauvaise décision, je risque telle et telle conséquence. Est-ce que ça t'a aidé ce travail sur toi justement pour dépasser en fait ces peurs? Ouais, je pense que ce que je vais te dire, avec des mots différents, ça renforce ta fierté. Tu dis, Mhm. moi, je reviens sur le point, je me suis pas trahi. Voilà. Ok. Alors, vous n'êtes pas content de moi, pas de problème. Vous me sortez, mais je me suis pas trahi. Mm. Voilà, je me suis pas trahi, j'ai délivré ce qu'il fallait en économie, je délivre ce qu'il fallait en environnement, j'ai fait attention, j'ai fait du care, de la bienveillance, j'ai fait ce que j'ai pu côté humain, même si c'est un voyage sans fin, mais j'ai pas trahi mes valeurs. Voilà, et j'ai tout fait pour aller dans le bon sens. Et voilà, faut pas avoir peur de ça. D'ailleurs, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, la société, je vois avec tous les appels depuis que je suis parti, qu'on recherche ça aujourd'hui. Mm. Le management d'IA est complètement à bout de souffle. Ouais. Un coup, il faut parler profit, un coup, il faut parler d'environnement, un coup, il faut parler de productivité, après, on parle un peu de social. Un coup, on est dans une logique hyper croissance, ressources infinies, puis on dit, ah putain, mais il y a des contraintes, on n'a plus accès aux ressources. Bah oui, mais là, à la fin, tu rajoutes la permacrise, tu rajoutes un peu le côté européen, dire technocratique, obsession de l'indicateur, on fout des milliers d'indicateurs partout, comme si on allait résoudre la complexité du monde, comme dit Edgar Morin, à travers des indicateurs. C'est juste ubuesque. Et tu as un management complètement à bout de souffle. À bout de souffle. Il y a de plus en plus qui se désengagent d'ailleurs et qui ne veulent plus être manager. Moi, j'ai entendu dans des boîtes, ils me disent, Johan, j'ai plus envie d'être à ce poste-là. Je pensais que c'était une promotion sociale et je me suis rendu compte que c'était un piège. Et moi, j'entends ce discours de plus en plus. Et ça rejoint justement ce que tu es en train de dire hein, par rapport à ces injonctions paradoxales. Ça devient difficile, Manager, même dirigeant, très gros bien poste sûr. aujourd'hui. Avant, tu aurais pu avoir 10, 15 noms pour un poste, maintenant tu en as deux, Mhm, trois. Parce qu'en fait, bien sûr, tu as le statut, bien sûr, tu as des beaux salaires, bien sûr, tu as une mhm. voiture de fonction, mais t'as un nid d'emmerde. Et si tu veux, c'est comme le premier ministre de la France, quoi. Qui sait qui veut être C'est Premier ça, ministre aujourd'hui, quoi. Et c'est même un ça. maire, qui sait qui veut être maire aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est un sacerdoce, là, faut y aller, hein. Ouais, Faut y complètement. aller. Alors, comme on avance dans l'émission, j'aimerais te poser quelques dernières questions, et notamment sur ta vision sur l'évolution des organisations et le futur du leadership, et comment tu vois évoluer dans le temps, dans les 10 prochaines années, les organisations,
Et aussi, l'autre question corollaire, c'est est-ce qu'il y a des angles morts qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui vont peut-être être plus visibles sur le devant de la scène maintenant, et qui vont peut-être devenir cruciales dans les 10 années à venir? Ouais, écoute, je vais revenir un peu sur la thématique sociologique, hein. Je pense que elle est fondamentale. C'est que si on pense toujours une entreprise dans une logique de pyramide, je pense que les organisations qui sont dans cette logique-là, elles sont en très grande difficulté dans les prochaines années. Déjà parce que je pense qu'on passe d'un capitalisme de la promesse depuis 2010, qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui, à un capitalisme de la construction. C'est-à-dire que oui, il y aura un gros travail sur les infrastructures, du vrai travail, on refait des autoroutes, on refait des réseaux électriques, on régénère de l'énergie, voilà, on refait je sais pas, la fibre optique pour le télécom. Vrai capitalisme de construction, mais pas celui de la promesse. Et ce qui fait que tes taux de croissance, ils vont fortement chuter. Ce sera de la vraie croissance qui sera plus faible, 2-3%, mais qui sera plus robuste dans le temps. Donc, tu veux, il y a eu quand même un peu l'euphorie inflationniste post-Covid qui est en train de se tarir, et les entreprises, aujourd'hui, elles souffrent énormément sur comment je projette mon 26, mon 27, ça devient compliqué. Alors, quand tu vois la sortie au Venezuela, Groenland, Oui. machin, les aspects géopolitiques, tu dis, wow, oh là là, ça devient complexe. Donc, je pense, tu vois, et puis celles qui vont gagner, c'est celles qui vont déjà réduire le fossé col blanc, col bleu. C'est fondamental. Moi, parle beaucoup avec les syndicats parce que je trouve que les syndicats ont beaucoup de bon sens, parce qu'ils sont proches du terrain. Donc, ouais, tu peux avoir quelques énergumènes, mais globalement, tous ceux qui sont proches du terrain, ils ont le bon sens. Et ceux qui sont éloignés, parfois, oublient le bon sens. Donc, il faut qu'on passe de col blanc, col bleu à col gris, quoi. On est tous ensemble, redonne du pouvoir à ceux qui sont plus proches du terrain. Tu vois, on en parlait un petit peu en aparté. C'est comme cette approche française de centralisation de la prise de décision. C'est-à-dire, tu gères pas des communes de 5, 20 000 habitants de Paris. C'est comme moi, hein, dans l'entreprise, j'ai hyper décentralisé les décisions là où, au plus proche du marché, au Mhm. plus proche des problèmes. Voilà, et pour qu'on remonte que des trucs très macro, très architecturaux dans l'approche de l'entreprise. Mais surtout, le quotidien, tu le laisses à ceux qui sont plus proches du marché. Donc, il faut repenser l'entreprise, ses rituels, son organisation, plus comme une forêt interconnectée, où, voilà, plutôt que ça remonte, ça fait une sorte de cercle transversal où ça s'échange les bonnes pratiques, euh, ça s'entraide. Nous, on l'a vécu pendant le Covid, quoi. On n'a presque rien fait sur le développement de l'apport des masques, des gants et tout. En fait, les usines, nos labos, nos usines se sont organisées. Nos équipes chinoises ont envoyé des cartons de remplis de millions, 3 millions de masques envoyés en Europe Ah oui. grâce à nos équipes chinoises. Moi, j'ai pas demandé, j'ai besoin de 3 millions de masques, je savais même pas que c'était possible, ils l'ont fait. Et chaque usine, après, qui a reçu ces masques-là, les a donnés aux hôpitaux, aux médecins, tu vois. Laisse redonner de la liberté aux organisations. Et Et de donc, la prise d'initiative, quelque part, parce que ce que prise tu me dis, c'est d'initiative. que... Eh ouais, c'est ça. Et accepter l'échec, parce que si tu n'acceptes pas l'échec, tu scléroses tout. Et si tu fais pas confiance et que tu remontes toutes les décisions en haut, mais le temps de remonter de la décision, c'est too late, c'est fini, c'est trop tard, t'as laissé passer le train. Eh Et, oui. et ça, il y a besoin d'une réinvention du modèle. J'étais à Shanghai il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois. Hein, la claque. Et ils vont vite. Là, c'est un TGV. Ils ont visé 130 secteurs où ils vont prendre 40% de part de marché. Et regarde ce qui se passe dans l'automobile. Merde. Mm. Pourtant, Stellantis, Renault, BM, Mercedes, c'est pas des petites boîtes, quoi. Mais regarde ce qui se passe, quoi. Et là, il y a une rupture technologique, ils ont 5 ans d'avance, mais sur plein de secteurs, ils vont à une vitesse monumentale. Mais Est-ce qu'ils ont une capacité de mise en action de l'intelligence collective peut-être plus rapide? Est-ce que... j'allais dire déjà, il y a un lien très fort entre la politique et l'économie. Donc ça Oui, pense à oui. long terme. Tu as un livre formidable qui explique ça de François Julien, Les transformations silencieuses, c'est de dire, voilà, pensée occidentale, pensée chinoise. L'Occident, c'est dans une entreprise, c'est objectif, action, résultat. Voilà, et on projette l'entreprise dans un monde qui est supposé linéaire. Pas de bol, il l'est plus. Et les Chinois, eux, on pense, on planifie à temps long, on intuite en temps court. Parce que
quand tu penses à 10 ans, tu peux rarement te tromper. Par contre, si tu penses à 3 ans, tu es sûr de te tromper. Eh oui. Et que chaque crise va être une opportunité. Et bien définir le potentiel des situations. Donc, tu as les Européens qui sont plus à jouer au jeu d'échecs, et puis tu as les Chinois qui sont plus à jouer le jeu de Go et la conquête des territoires. Tu les entends pas, c'est silencieux, ça avance, c'est voilà, c'est robuste. Et ça grignote petit à petit sur l'aspect techno. Maintenant, le transfert de technologie, c'est pas l'Europe vers la Chine, c'est la Chine vers l'Europe. Il faut Eh oui. accueillir les investissements chinois pour aller capter de la technologie chinoise, hein. Et, et donc là, on a une réinvention de modèle européen qui va falloir qu'on se bouge très vite quand même. Et justement, tu as parlé du continent asiatique, européen, et ta vision justement du continent américain, justement, par rapport à cette culture-là. Comment tu les vois opérer, justement, dans leur façon de piloter? Bah, écoute, dans cette logique de capitalisme de construction, j'allais dire, la Chine accélère, les États-Unis se protègent, l'Europe hésite et commente. Voilà. Mais les États-Unis, on peut les critiquer, mais 300 milliards de dollars dans le CHIPS Mhm. Act, donc ils sont en train de mettre des usines de semi-conducteurs partout pour réduire leur dépendance chinoise. Sur les IA, ils sont en train de mettre des data centers de partout à travers le continent Mhm. américain. Ils ont protégé leurs frontières sur des trucs à bas coût, et puis bah, nous, tout rentre. Qu'est-ce que ça pourrait être, nous, en tant qu'Européens, justement, quelle est la typicité ou l'unicité qu'on pourrait, sur lequel on pourrait s'appuyer qui nous permettrait de rentrer dans c'est pas un rapport de force, mais dans cette équilibration des forces en présence Bah, la problématique déjà qu'on a à régler, tu peux pas la régler comme ça. C'est que la Chine est un pays, les États-Unis sont un pays, nous on est une fédération de pays. Donc c'est vrai. déjà faut fédérer. Donc c'est là le côté compliqué. Tu vois le sujet du Mercosur, Mhm. c'est un vrai sujet. C'est vrai que les agriculteurs sont perdants et puis tu as peut-être d'autres qui sont gagnants et je connais pas le dossier. Mais si tu veux, surtout impose à ce qui rentre, tout produit qui rentre, ce que tu imposes à ceux qui produisent en Europe. Mhm. Tu vois, c'est l'histoire du poulet ukrainien. Tu mets tellement de régulations pour le poulet fermier français, bah, tu l'imposes au poulet Mhm. ukrainien qui est vendu dans les supermarchés, parce que sinon, c'est pas égal. Et c'est ça, c'est cet équilibre qu'il faut retravailler. Et puis l'Europe devient trop technocratique. Là, le choc de simplification, c'est bien de le dire par les mots, mais maintenant, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Là, on va se faire bouffer. On avait un temps d'avance énorme Mhm. depuis 10 ans. Et là, on est en train de le perdre. C'est en train de fondre comme neige au soleil. Est-ce qu'on revient sur de la relocalisation? Parce que j'entends justement des PME qui disent, mais on a fait le choix de se relocaliser parce qu'on a un circuit court, on a un marché de plus en plus local, une sensibilisation des consommateurs qui reviennent. Est-ce que ça, tu vois cette tendance toi aussi sur ces secteurs-là ou pas? Oui, on le voit, mais après tu vois, tu as le paradoxe environnement-pouvoir d'achat. Mhm. C'est-à-dire que les Français sont prêts à acheter local, si c'est pas au détriment du pouvoir Si c'est d'achat. pas cher. Donc, t'as le droit peut-être à, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, 2-3% de différence de prix, mais si c'est 15 ou 20%, là, je suis Oui, désolé, bien le sûr. pouvoir d'achat, il gagne tout le temps. Donc, en fait, tu es dans la gestion des paradoxes permanentes. Et ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai vu en Chine, c'est que, tu vois, j'étais dans un mall, un centre commercial, je voyais qu'il n'y avait personne chez Louis Vuitton qui faisait la queue. Par contre, tu avais une marque chinoise que je connaissais pas, je sais pas, le thème du luxe, c'est pas mon sujet, mais il y avait 100 mètres de queue, quoi. Et en fait, tu t'aperçois que là, comme il y a une logique de pouvoir d'achat et que le luxe à la chinoise est moins cher que le luxe à la française, Mhm. eh ben, que les Chinois se détournent du luxe à la française ou à l'européenne et vont de plus en plus sur le luxe chinois. Regarde la BYD Scion là, qui ressemble à une Porsche Cayenne qui vaut un tiers du prix d'une Porsche Cayenne. Bah, elle t'a dit, les Chinois, pourquoi m'emmerderait à Mhm. acheter une Porsche Cayenne? Je vais acheter le BYD Scion voilà, qui est top. Parce que maintenant, c'est de la qualité. Eh oui. Et t'as le Chinois qui expliquait, un patron de BYD qui m'expliquait, il m'a dit, ouais, ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, on est capable de copier la technologie européenne et américaine. Maintenant, on est capable d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort parce que nous, on a un réseau électrique qui a moins de 20 ans d'âge, contrairement à votre qui a 50 ans d'âge. On a un réseau télécom qui est exceptionnel, etc. Et puis, on est très fort sur l'IA, donc on est très vite.
Par contre, là, on n'est pas bon, c'est encore sur le narratif, l'héritage, voilà, les histoires, les belles histoires que vous racontez autour de votre marque. Et il dit là, il faut qu'on apprenne. Parce que c'est plus subtil, c'est pas Eh oui. technologique. Mais il faut qu'on aide surtout, on parle de compétitivité des entreprises, ouais, mais compétitivité du pays aussi, de la nation, de l'Europe. Si on nous impose des taxes à outrance, il y a un moment donné, tu peux faire tous les efforts que tu veux chez toi, à la fin, ça te coûte, si ça te coûte une fortune de produire local, bah tu n'iras pas, quoi. Et l'accumulation des réglementations, des lois, on a un empilement juridique qui est stratosphérique. Stratosphérique, ouais. Mm. Est-ce que pour conclure, tu aurais un message, un mantra aux auditeurs que tu voudrais faire passer, quelque chose qui t'inspire là maintenant et que tu voudrais partager? Bah écoute, on est tous à notre échelle. Moi, j'avais un mantra chez Nexens que j'avais lu, c'était une citation qui a été attribuée à Voltaire. Je ne sais pas pourquoi c'était Voltaire, mais qu'on martelait tout le temps, c'est celle-ci. Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Et on est pourtant tous flocons. Donc, bien sûr, il y a la misère du monde, là, climatique, Mhm. géopolitique et tout, l'environnement, le social, mais on dit, mais moi, je suis petit dans tout ça. Ouais, mais petit, mais tu as une forme de responsabilité. On est tous flocons. Voilà ce que je voulais te dire, Hugo. Eh bien, c'est une belle citation, très parlante et très d'actualité. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci d'être venu dans l'émission. C'était passionnant, authentique à ton image. Et j'espère que ça a inspiré beaucoup d'auditeurs. Donc, encore merci, Christopher. Merci, Yoann. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.